Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Elite et Smart, ravi de vous retrouver en ce début de semaine avec mes deux invités durant une heure. Nous allons, comme chaque soir, du lundi au vendredi, tenter de mieux comprendre, analyser l'actualité du moment, notamment l'actualité économique, avec forcément par ces temps de crise sanitaire une petite dimension Covid, une petite dimension sanitaire précisément. On l'évoquera avec la petite question apéritif. Notre premier débat, il tournera sur le forum de Davos. Le forum de Davos qui a démarré aujourd'hui, qui ne se tient pas à Davos parce qu'il se tient par ordinateur, il se tient en ligne, crise sanitaire oblige. Voilà, ma question ce soir, est-ce que c'est le symbole du monde d'avant, une espèce de mélange de chefs d'entreprise, y compris des dictateurs, de grands patrons, d'associations, voilà, de rencontres comme ça, effectivement, qui se tient une fois par an. Alors avant, c'était dans une station de ski côté des Alpes suisses dans la neige, ça avait quelque chose ça faisait de belles images. Là maintenant, c'est par Zoom, donc c'est moins sympathique. Mais est-ce que c'est toujours la même chose ou pas? Est-ce que c'est le symbole d'un monde un peu passé qui éventuellement aurait un petit peu échoué ou pas? Voilà, ce sera les questions que je poserai à mes invités dans la première moitié de l'émission. Dans la deuxième moitié de l'émission, je reviendrai sur le sommet. Là encore, c'était pas un sommet dans la Galerie des Glaces à Versailles comme d'habitude. Le sommet Choose France, c'était là aussi pour des raisons sanitaires, un sommet, discussion qui s'est tenue en ligne autour du chef de l'État Emmanuel Macron avec un certain nombre de patrons étrangers. Choose France et le pitch d'Emmanuel Macron qui propose et qui suggère aux patrons étrangers de venir investir chez nous en France, de faire des investissements industriels notamment, ou d'acheter des boîtes, pourquoi pas. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est crédible? Notamment après avoir retaqué l'acquéreur potentiel de Carrefour, le groupe canadien Couche-Tard. Voilà, ce sera notre deuxième principal débat ce soir dans l'émission. Mes deux invités à ma droite, Stéphane Van Nuffel, bonsoir. Bonsoir. Président fondateur de netinvestissement.fr avec une actualité toute récente, la cession, l'adossement à un autre groupe indépendant dans votre métier de la gestion d'actifs pour, groupe Primonial, pour devenir plus gros, plus fort. Et aller plus loin. Plus efficace et aller plus loin. Félicitations. À ma gauche, Nicolas Deweb, bonsoir. Bonsoir. Et entrepreneur également, PDG fondateur d'Alchimie, plateforme de distribution vidéo. Vous créez des chaînes de SVOD pour des marques ou pour des personnalités. Vous aussi, une actualité, alors c'est pas la semaine dernière, c'était juste avant Noël, introduction en bourse. Exactement. IPO, là, vous me le disiez avant l'émission, sans roadshow. Première IPO, 100% confiné. J'ai fait un roadshow par ordinateur, comme vous disiez. Voilà, donc, ça s'est bien passé. Et donc, ça s'est bien passé. On est coté depuis le 27 novembre, Alchimie, sur Euronext Grosse. Voilà, avec une levée de fonds de 18 millions d'euros, c'est ça? Exactement. Bravo, bravo à tous les deux. Merci à tous les deux d'être au milieu de cette actualité chargée pour vous autour de la table avec moi pour évoquer différents sujets. Tout de suite, notre question apéritif que j'évoquais tout à l'heure. La question apéritif du jour, je l'ai appelée confinement, communication, cafouillage. Alors encore une fois, attention, on ne va pas parler politique sanitaire, on n'est pas des spécialistes ou des scientifiques, en tout cas dans ce domaine-là, autour de la table. Et malgré tout, regardez ce commentaire d'un commentateur habituel de la chose politique sur Twitter à propos du troisième mot, plutôt cafouillage. Le JDD annonce une intervention de Macron mercredi. France Info appelle l'Élysée qui dément. Delfrécy, c'était hier soir sur BFM TV, contredit Véran. Des élus LREM parlent d'un reconfinement imminent. D'autres disent que ce n'est pas pour tout de suite, on n'y comprend plus rien, c'est affligeant. Manifestement, on nous prépare à un éventuel troisième confinement. Stéphane, on a l'impression qu'on lance des pistes à un peu voir comment l'opinion réagit. Est-ce que c'est une bonne stratégie de nous dire probablement confinement, de façon à ce que dans les esprits, on l'ait intégré, ce troisième confinement, ou ce deuxième reconfinement? D'abord, il faut prendre des pincettes, je crois, parce que, comme vous l'avez rappelé, Guillaume, c'est très compliqué. On est en train de parler d'une crise sanitaire. Donc même les spécialistes ont de moins en moins l'air de spécialistes. Sont parfois largués, on a l'impression. Ouais. Je pense qu'il y a toujours 3 degrés. On a vérifié l'année dernière. Il y a une crise sanitaire. Tout ce qui tourne autour de la crise sanitaire, la réaction médicale, sanitaire, la recherche, etc. et la communication médicale, sanitaire, etc. Donc là, on retrouve tous nos champions et spécialistes qu'on connaissait ni avant, qui sont devenus l'état-major sacré de la façon de penser. Normalement, pour moi, en tout cas, c'est peut-être que je suis de l'ancienne école. On est en République, normalement, c'est le politique qui décide, que ce soit... Parce
que le président a quand même parlé de la guerre, donc si c'est une guerre, c'est au président. C'est le politique qui décide, à chaque fois c'est le Premier ministre ou le chef de l'État qui s'est adressé aux Français à la télévision. C'est là où je veux en télévision. venir, c'est qu'après il y a la communication politique. Et là, la communication politique, au XXIe siècle, la fortiori, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, c'est le digital, c'est les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ils se contredisent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les contre-feux, comme j'utilise comme terme, partent de tous les sens, de gens qui normalement ne devraient même pas parler. C'est-à-dire qu'en fait, la parole devrait revenir aux spécialistes de la santé quand c'est à son tour, évidemment au ministre de la Santé quand c'est son point régulier, au Premier ministre quand il y a des annonces moyennement embêtantes à dire, et puis au président de la République, parce que ça sent mauvais quand c'est le président de la République qui vient parler. On sait que c'est confinement. Maintenant, pour répondre à votre question, on n'en a aucune idée. Moi, je pense qu'actuellement, c'est un joyeux maelstrom de tentatives de communication purement politique. On lance certains éléments d'information, on voit comment ça réagit sur, évidemment, la médiasphère, les réseaux sociaux, etc. Et selon un peu le retour qu'on a, on va essayer de calibrer un peu tout ça. Parce que d'un point de vue sanitaire, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il va falloir y passer. Parce que la campagne de vaccin, quelle qu'elle soit, aussi efficace qu'elle soit en France, en Asie, en Israël, elle passe forcément à un moment donné par une période où il faut rester chez soi. Donc de toute façon, ça va arriver. Oui, il y a quand même déjà beaucoup de gens qui restent chez soi. Il y a quand même un couvre-feu à 18h depuis. Voilà, donc on sait très bien que finalement, vous voyez, c'est simplement un degré. On sait qu'à un moment donné, il va falloir mettre toutes les armes dans le même sens pour tirer sur cette crise sanitaire une bonne fois pour toutes et l'effacer. Donc là, c'est de la communication politique. Ça, pardonnez-moi le terme, foire un peu de temps en temps. J'en ai pas d'autres qui me viennent et je pense que c'est exactement le mot foire va tout à fait bien. Mais sous-entendu, c'est pas plus grave que ça. Si. Alors, ce qui est un peu grave, c'est que de temps en temps, moi, je trouve qu'il y a des gens qui ne devraient pas porter leur parole ou communiquer sur le sujet, parce qu'en fait, je trouve que ça n'est pas rassurant pour nous, citoyens, pour nous, pour notre santé, pour notre famille, parce qu'il y a des gens qui viennent contredire ou mettre en doute la parole de ceux qui sont censés nous diriger. Et puis on verra, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, 3 ans, j'en sais rien, j'espère le plus tôt possible, on verra comment notre pays s'en est sorti, et on verra à ce moment-là, ceux qui devaient nous en sortir, est-ce qu'ils ont bien agi ou pas bien agi. Mais c'est pas pendant qu'on doit tous hurler, même si c'est une spécialité française dont on est fier de temps en temps aussi. Les fameux 66 millions de procureurs évoqués par le chef de l'État. Nicolas, votre sentiment par rapport, encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il faut reconfiner ou pas et quand, mais sur la stratégie de distiller de fausses fuites, sur l'imminence d'un 3e confinement d'une part, et puis les contradictions entre le ministre qui dit on aura vacciné si tout va bien 70 millions de personnes à fin août, le président du conseil scientifique hier soir, Jean-François Delfrécy, qui dit si on est à 40, ce sera très bien. Ils peuvent se parler entre eux, ces gens-là. Mais on peut presque imaginer le tweet suivant. C'est-à-dire que en fait, les Français sont indisciplinés, ils ne respectent pas les mesures, et puis finalement, à la fin, ça devient des procureurs. En fait, c'est terriblement épuisant. Vous cherchez 2-3 points de repère, vous avez des informations contradictoires en permanence. Alors, ça alimente la machine médiatique. J'y participe manifestement en vous posant la question, mais c'est vrai que c'est quand même spectaculairement étonnant de voir effectivement avant chaque... Alors d'habitude, on nous dit annonce la conférence de presse jeudi à 18h du Premier ministre, qu'il va dire, conférence de presse du chef de l'État. Là, elles ne sont pas annoncées, mais à l'inverse, on nous dit c'est imminent parce qu'il y a un conseil de défense mercredi. Il y a ces espèces de communication tous azimuts. Vous n'écoutez plus, parce que comme il y en a tous les jours, à part être branché sur Twitter et sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, on a quand même autre chose à faire. Vous n'écoutez plus, donc c'est un peu comme la blague pour les enfants, c'est quand vous appelez un peu trop souvent au loup, au bout d'un moment, vous n'écoutez plus. Et donc, mercredi, à ce moment-là, vous contesterez le confinement s'il y a confinement, et puis on est reparti pour un tour du français grognon qui suit jamais les règles. Et au final, comme vous disiez, on va pas forcément tout tirer dans le même sens. Et moi, je pense que c'est à quel point derrière tout ça, il y a est-ce qu'on n'est pas tous paumés aujourd'hui vraiment, et finalement, quand il n'y a plus de stratégie, c'est qu'il n'y a plus de cap, et que le scénario de base où on avait quand même un vaccin puis on s'en sortait, finalement, il s'écroule et on est parti dans quoi aujourd'hui? C'est là où il faut avoir un vrai capitaine. Et un capitaine. Bon, dans les deux cas, deux chefs d'entreprise, deux entrepreneurs, on fonce, on ne se pose pas de questions dans les deux cas, malgré cet environnement incertain que j'évoquais pour essayer de positiver à la fin de cette première petite question. Je crois que quand on est entrepreneur, de toute façon, on est câblé pour voir dans chaque rupture de l'énergie, une opportunité de la retourner en positif. Et puis là, comme l'autre, vous êtes dans des domaines largement digitaux qui ont plutôt... Après, j'ai quand même une pensée pour quantité d'amis entrepreneurs pour qui la situation est quand même dramatique en ce moment et pour qui
qui, ce genre d'annonce est juste terrifiant, puisque vous n'arrivez pas à embarquer vos salariés, vous ne savez pas s'ils devaient prendre des mesures pour reconfigurer votre boîte, pour pouvoir accélérer, etc. Donc moi j'ai plutôt la chance d'être dans ce secteur d'activité qui est accéléré par le fait que les uns et les autres restent à la maison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent pas la même chose que nous, quoi. Ah bah tiens, ça me fait bon. Parmi les gens qui vivent pas toujours la même chose que nous, il y a les gens qui vont à Davos ou qui n'y vont pas, mais enfin, en tout cas, qui participent à ce forum économique mondial. C'est notre premier débat dans l'émission tout de suite. Davos, donc, le Forum économique mondial, c'est une tradition, voilà, fin janvier, comme ça, chaque année, depuis plusieurs décennies, avec une différence majeure. Le Forum de Davos ne se déroule pas à Davos. Regardez, voilà, ce titre des Échos résume la situation. Bousculé par le virus, le Forum de Davos se tient en ligne cette année. C'est le 51e Forum économique mondial pour débattre de la confiance et du rebond donc après cette crise sanitaire devenue crise économique. Pandémie, inégalité et rebond chinois au menu du premier Davos virtuel, nous dit le Figaro, qui met en avant le discours du président chinois Xi Jinping, qui évoque un forum de Davos qui se tiendrait au mois de mai, a priori, à Singapour, cette fois-ci en physique, parce que Singapour est l'un des lieux de la planète où il y a eu le moins de cas de Covid-19. Parmi les traditions à Davos, il y a les chefs d'État, quel que soit un petit peu. Et donc là, le forum a démarré par une allocution, une prestation du président chinois Xi Jinping qui nous dit, voilà, il faut que nous restions engagés pour keeping up with the times, voilà, être dans notre époque plutôt que rejeter le changement. La période actuelle est un moment important pour des développements majeurs et des transformations majeures. J'insiste parce que ça veut dire qu'on a quand même notre petit dictateur chinois là qui démarre le truc. Est-ce que je disais, voilà, le thème du débat, c'est symbole du monde d'avant. Est-ce que tout ça est bien raisonnable, toujours aujourd'hui? Depuis le mois de mars dernier, on nous a dit, voilà, plus rien ne sera comme avant. C'était probablement exagéré. Beaucoup de changements ou d'accélération, c'était probablement, pour le coup, réel. Alors, c'est pas le même forum de Davos que d'habitude, parce qu'il se tient en ligne, mais globalement, on a quand même cette espèce de jeu de personnalité, de mélange de chefs d'État plus ou moins recommandables, enfin en tout cas éventuellement très puissants. C'est le cas du chef d'État chinois, de grands patrons, d'ONG, d'observateurs, un peu de journalistes tout autour, même si le tout autour ne veut plus rien dire puisqu'on est en ligne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous inspirait ces forums de Davos les années précédentes, tous les deux, et spécifiquement cette année déjà pour vous répondre rapidement sur cette introduction-là, moi, ça ne m'inspire pas. Enfin, ça m'inspire pas. Il n'y a pas que le forum de Davos. Je veux dire, à un moment donné, ce qu'on va. C'est pas un truc d'entrepreneur, notamment. Ouais, c'est plutôt des grosses boîtes. C'est pour ça que je vous pose la question à vous deux. Évidemment, la taille de mon entreprise. Vous pourriez, il suffit de payer. Oui, voilà. Je n'y voyais pas d'intérêt particulièrement. Enfin, je pense que nos activités, en particulier en ce moment, tout ce qui touche au digital, n'était pas forcément sur le modèle de Davos depuis plusieurs années. Il y a plein d'autres grands sommets qui sont peut-être plus discrétionnaires. Là, évidemment, dans une station suisse, on mélange le politique, les affaires. Donc, il y a toujours un peu de sulfureux dans le politique et dans les affaires. Bon, ça fait vendre un peu de journaux à sensation. On a toujours eu des petites histoires. Il y a eu quand même... C'était souvent très tourné un peu sur les rumeurs, les géopolitiques, l'élection. Trump a pris quand même pendant 4 ans très très cher à Davos chaque année, etc., etc. C'était l'époque Bush, pareil. Ouais. Donc, après, il y a les ONG qui sont présentes, qui sont là aussi. On imagine que ce qui est important, c'est les discussions de couloir. Je dis ça, attention, derrière, ça reste quand même comme tout sommet. À un moment donné, il y a des gens qui y viennent pour des choses sérieuses et des choses bien. Et donc les ONG, vous me coupez l'herbe sous le pied. Il y a énormément aussi de dynamique de business, parce que c'est pas moi qui vais dire le contraire. Nous, on vit dans le digital et dans le figital chez Net Investissement depuis des années. Évidemment, il faut le dire avec des pincettes, depuis 1 an, le monde se réveille sur plein de secteurs où, en fait, le figital, il va falloir qu'il vienne beaucoup plus vite que prévu. C'est-à-dire la possibilité de voir un client soit à travers un écran, soit en vrai. Ça, en fait, l'avenir. C'est pas tout le digital où on se serre la main tout le temps. Non, c'est les deux. Bon, c'est ça la réalité.
Et moi, je pense que quand on est à un forum, à Davos, un jour, 2 jours, peu importe, et qu'il y a des choses importantes qui se disent, y compris des tensions et des positions de façade. Et alors là, évidemment, on est en train de prendre une leçon par le président chinois. Il n'y a rien de plus insupportable, parce qu'il a parlé, il a remis le mot de guerre froide sur la table tout à l'heure. Donc, c'est pour démarrer, c'est pour lancer le truc en plus. C'est ça qui moi, je trouve un peu surréaliste. Le mec arrive pour nous dire qu'il va pas falloir qu'on s'énerve contre lui. C'est un peu parti de chez lui, quand même. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse, classique. Évidemment, il faut que personne... Bon. Il a de la chance. L'administration américaine va peut-être être un petit peu plus cool qu'elle ne l'aurait été parce que le choix de ce président-là fait qu'ils vont peut-être moins s'énerver. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même que la discussion réellement... C'est pas à Davos que ça se fait. Ou alors, si ça se fait, c'est hors des caméras. C'est là où je voulais en venir simplement. Je dis, tout ce qui est digital n'est ni monde d'après, ni monde d'avant. Le digital garde un lien. Le digital permet de garder du temps. Le digital, aujourd'hui, protège les gens d'un point de vue sanitaire. Bon. Après, tout ce qui se passe dans une réunion, et je pense qu'une fois, elle sera d'accord avec moi, au bureau, autour de la machine à café, dans une réunion de business, dans une réunion politique, un sommet, ça se fait aussi entre deux couloirs, autour d'un café. On discute de façon beaucoup plus détendue, parce que figurez-vous, vous pouvez très bien ne pas être d'accord du tout dans les affaires ou en géopolitique, j'imagine que c'est encore pire, et bien vous entendre à côté. Ce qui change tout, si vous avez pris le temps de rencontrer votre interlocuteur et de discuter avec lui, parce que moi, et je pense que je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques temps, ce que je vais apprendre en fait de ça, de cette évolution vers le digital, donc le monde d'avant, le monde d'après, je déteste cette expression, je vous l'avais dit Guillaume, c'est pas le monde d'avant, le monde d'après, c'est le monde qui va évoluer, parce qu'il se passe des choses. C'est que finalement, faut pas effacer l'ancien monde et ces côtés-là, parce que on peut se voir à la télé et que maintenant ça nous fait gagner du temps et qu'en fait on n'a plus besoin de discuter. Parce que ça va enlever la possibilité à ceux qui sont moins médiatiques, à ceux qui sont moins puissants, les ONG pour parler de Davos, de venir un peu rencontrer des gens, leur courir après dans les couloirs, venir leur expliquer leurs projets, trouver des financements, et on sait ce que c'est. Et c'est pareil, je pense, pour des chefs d'entreprise, parce que tout le monde, à Davos, il n'y a pas que le patron de Renault de l'époque ou le patron de Goldman Sachs. Il y a aussi des petits patrons qui viennent à un moment donné défendre leur business, leurs choses. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de ne pas jeter ce genre de choses avec l'eau du bain, comme on dit. Nicolas, par rapport à la caricature que j'évoquais, alors il y a des aspects évidemment caricaturaux, justement l'idée à la fois de rencontres entre chefs d'entreprise et dirigeants politiques, de rencontres entre les gens des différents coins de la planète. Il y a quand même le petit côté, grand de ce monde qui se rencontre. Voilà, ça vous inspire quoi, vous? Alors, deux clins d'œil. Ouais. Le premier clin d'œil, d'abord, c'est que les grands de ce monde ne sont pas rancuniers, parce que le premier discours, il est lancé par... le président chinois. Ouais. Et quand même, si on est tous en visio à ce moment-là... Et Poutine est invité aussi, il fera un discours tout à l'heure, demain ou je sais pas quoi. C'est quand même un petit signe de remerciement, parce que quand même le virus, on sait d'où il arrive. Donc premier clin d'œil quand même de ce point de vue-là. Le deuxième, c'est Davos, c'est quand même le symbole un peu de cette mondialisation heureuse qui nous a amené pendant toutes ces dernières années et qui se conclut quand même en 2021, du coup, où tout le monde est derrière des écrans et cette mondialisation, on se voit plus, il n'y a plus le forum. Mais donc c'est quand même ça marque quand même un tournant par rapport à cette phase où on a pu regarder le monde comme une petite planète et qui nous a conduit, qui nous a animés toutes ces dernières années. Donc un forum où on se rencontre, où on discute, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est comme ça qu'on construit. Il y a des forums d'entrepreneurs, il y a des forums, enfin on fait nos salons. C'est quand même là où on trouve des bonnes idées en croisant les autres, en sentant un petit peu le monde. Maintenant, moi je trouve quand même qu'on rentre dans une phase où vous avez quand même le bloc américain contre le bloc chinois. Vous en parliez, c'est pas parce que Biden arrive que le méchant Trump a disparu et que d'un seul coup... Sûrement pas sur ce sujet-là, en tout cas. Voilà, Obama avait quand même déjà commencé avant. Trump l'a joué un petit peu plus gros sabot, moins discret. Bon, enfin, les Américains sont quand même partis avec les Chinois dans un rapport de force qui fera qu'à un moment donné... Il va probablement dominer le siècle, en tout cas les décennies à venir. Je veux dire, Huawei, pour ou contre, enfin, c'est la guerre froide qui est de retour, on n'est plus dans la mondialisation heureuse. Et puis après, vous avez quand même encore un autre clivage qui apparaît à droite et à gauche, qui est quand même les mondialistes, qui pensent que quand il y a un problème, on le règle de façon globale sur la planète. Et puis d'autres qui vont penser qu'on va le régler de manière locale. Tocqueville disait pas autre chose déjà dans son Démocratie en Amérique, où les républicains, ils veulent régler au niveau local, et puis les démocrates, ils veulent
le régler au niveau fédéral. Maintenant, on veut même régler au niveau mondial. Et ces clivages-là existent depuis la nuit des temps. On va les avoir encore de manière plus présente aujourd'hui. Donc Davos, c'est quand même la voie d'une forme de clivage, et les autres, que parfois on appelle populisme ou comme on veut, mais sont bien présents, et les réseaux sociaux là sont bien là pour nous rappeler que tous les jours qu'il y a aussi une autre façon de penser le monde. Le Covid étant qu'un révélateur de ces lignes de fracture, où comment on règle une pandémie comme ça. Voilà, donc il y a je ne sais pas si Davos c'est le monde d'après d'un point de vue technologique, en passant sur la visio. En tous les cas, je trouve que toute la symbolique de ce Davos-là cristallise quand même l'ouverture d'une nouvelle phase dans laquelle on est en train de rentrer et dont on prend conscience. C'est clair, et en même temps, pour rester dans les images entre guillemets d'Épinal, par rapport à ce que représentait Davos toutes les années précédentes, en tout cas aux yeux des critiques du capitalisme mondialisé, etc. Aujourd'hui, ce fameux capitalisme mondialisé se dit lui-même qu'effectivement, il faut peut-être corriger un peu la trajectoire, enfin en tout cas sur certains aspects. Je ne suis pas en train du tout de remettre en cause. Et l'idée, c'est est-ce que cette espèce d'élite mondialisée est la mieux placée pour elle-même, alors qu'elle se remettait moins en cause il y a 10 ans, dire il faut bouger, il faut évoluer un petit peu. C'est ça aussi le fond de la question, selon vous. C'est exact. Enfin, je voulais faire la remarque, donc vous lancez la bonne question, et Nicolas parlait de Tocqueville, c'est parfait. Tout dépend de ce qu'on appelle d'abord le capitalisme mondialisé, le libéralisme, l'ultralibéralisme, et donc les représentants de chacun. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes chefs d'entreprise et vous n'avez pas les mêmes chefs d'État sur les 30 dernières années, dans les sommets internationaux, tout compris. Je prends aussi la G7, G8, G8. Oui. Alors, les chefs d'État dans les pays démocratiques, ils sont régulièrement renouvelés. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de... Même eux, ils changent un petit peu entre un chef d'État qui vient d'une pure fonction publique dans certains pays, ou d'un chef d'État qui était un ancien milliardaire à Mèche. Donc forcément le style il est différent. On a l'impression tous de le découvrir. Forcément ils n'ont pas les mêmes amis, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes références philosophiques ou économiques. Donc c'est hyper important. Là, n'oubliez pas que Davos, en tout cas théoriquement, parce qu'évidemment c'est de la théorie, l'idée était surtout de faire évoluer le capitalisme. C'était de réinventer au départ et puis de faire évoluer le capitalisme. Alors évidemment, au final, qui c'est qui s'y retrouve? Ce sont les grands représentants, on va dire ça comme ça. Alors on l'appelle comme on veut, du capitalisme, de la mondialisation, du libre-échange, etc., etc. Donc quelque part, moi, et c'est pas mon monde. Donc évidemment, quand vous voyez défiler, j'ai vu des images et je vous dis, je repense à Carlos Ghosn à l'époque, parce qu'entre-temps, bien sûr, évidemment, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Donc, mais c'était une réunion de grands patrons et de grands chefs d'État. Vous avez les voitures qui arrivaient, et tout ça. Et donc évidemment, les personnes qui sont chez eux, qui ont du mal à finir leur fin de mois, ils vont manifester en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces types-là Okay. Mais alors, on fait comment? Oui, il faut qu'à un moment donné, il y ait les gens qui dirigent des entreprises, des États, des administrations, des ONG, qui se retrouvent quelque part. Alors évidemment, est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans un camping ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent à Davos? Il y a peut-être un juste milieu, ça leur appartient. Je dis juste que forcément, c'est... Non, parce que ces rencontres, les années précédentes, ont suffisamment... Alors, je ne parle pas de la pandémie, parce que la pandémie, globalement... Si, peut-être, on peut peut-être dire à un moment donné. Alors, elle était anticipée parce que chaque année, ils font leur Global Risk Report avec effectivement les risques. Et puis, il y avait la pandémie dans les Global Risk Report de Davos depuis des années, mais au milieu de dizaines d'autres de risques possibles. Vous avez résumé, en fait, tout ce sujet, et c'était un sujet où des gens ont alerté Christine Lagarde quand elle est arrivée à son dernier poste, sur la notion du climat. Et en fait, ça faisait partie des points qui étaient déjà abordés par les grands méchants financiers libéraux internationaux à Davos, comme à d'autres sommets évidemment, parce que l'impact d'un problème climatique qui donc peut avoir un impact sur la santé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout ça est lié. Si aujourd'hui vous avez des pandémies qui sont dues à ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se dérègle. Ça devient des vrais sujets. Et ce qui est important aujourd'hui, parce qu'on va parler que du président chinois, mais normalement, notre ministre de l'économie, le ministre de l'économie... Ils y sont. Ils y sont. Et non, et aujourd'hui, le vrai sujet... Macron intervient, Bruno Le Maire va avoir un débat aussi. Le vrai sujet là, c'est une réunion que va avoir le patron de Goldman Sachs, donc on va dire la plus grande banque mondiale, en tout cas dans tout ce qu'elle peut représenter de négatif et de positif, et puis les deux ministres qui nous intéressent, nous en Europe, c'est-à-dire les leaders, ils vont discuter de la croissance et de la reprise. Voilà le vrai sujet. Ministre de l'économie français et allemand. Voilà, c'est-à-dire en gros, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et monsieur Goldman Sachs. C'est important qu'ils se retournent parce qu'en fait, en général, le monsieur de Goldman Sachs, c'est quand même le grand méchant loup. Voilà, ils ont quand même besoin un tout petit peu de se mettre d'accord les uns les autres parce qu'en fait, on a besoin des uns et des autres. Et donc, il y a forcément des gens qui vont dire, Bruno Le Maire a retourné sa veste, il va te serrer la main du grand méchant loup. Oui, parce qu'en fait, sans le grand méchant loup, on peut pas avancer dans les financements, les croissances, y compris
ce qui est primordial, le climat et le monde de demain, pour qu'on puisse en fait arrêter d'avoir à subir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des crises sanitaires qui nous mettent un genou à plat. Voilà, On a forcément besoin, vous pensez également, des grands méchants loups, entre guillemets, comme, tels qu'ils sont évoqués par... C'est ironique, évidemment. Oui, non, mais après, ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est symbolique que vous évoquiez Goldman Sachs. Je voulais garder, c'est pour ça que je... Non, parce que voilà, Goldman Sachs, ils ont été montrés du doigt dans la crise de la Grèce, ils ont été montrés du doigt dans la crise des subprimes, etc. À chaque fois, globalement. Puis, ils ont financé. Ce que vous dites, c'est qu'ils continuent à dire on a besoin d'eux. Non, mais voilà. On est quand même dans un jeu. Aujourd'hui, on est en train d'imprimer de la monnaie, en train de distribuer de la monnaie. À un moment donné, moi, en tant qu'entrepreneur, il faut bien que je me tourne vers mes actionnaires pour pouvoir nourrir mes projets. Quand vous êtes à la tête d'un État, il faut bien que vous tourniez vers un banquier qui va arriver à replacer votre dette et faire en sorte qu'il y ait aussi des petits investisseurs ou des gros investisseurs qui soutiennent votre politique économique. Donc ça, c'est quand même le jeu, même si parfois il est perçu comme étant brutal ou on lui donne un visage d'un seul coup à cette finance, mais c'est quand même une réalité. Donc avoir des forums où ces gens-là se rencontrent, je trouve ça bien. Maintenant, moi, je dirais, quand on a un président qui fait du bruit avec une mèche, faut arriver aussi à écouter les gens qui pensent différemment, parce que quand on se réunit en tant qu'élite et on pense tous dans la même direction, on pense tous de la même façon, c'est quand même la meilleure façon d'écrire des rapports en disant il peut y avoir une pandémie, se dire c'est bon, on a fait le boulot, et puis quand ça arrive, en fait, rien n'est prêt, puisqu'il n'y en a même pas un qui a chatouillé les uns et les autres là où ça fait mal. Donc on a quand même une tendance, alors bon, là, on écoute le président chinois cette fois-ci, ceci dit, à la limite, la Chine a quand même préempté toutes les organisations internationales avec l'absence des États-Unis ces derniers temps. Donc, elle s'est installée ici dans les droits de l'homme, ici dans les différents cercles économiques. Donc, c'est plutôt légitime. C'est John Kerry, son représentant climat, qui représente Joe Biden. Voilà, Joe Biden n'a pas débarqué non plus. Donc, non pas à Davos, mais voilà, il y a peut-être encore un autre virtuellement à Davos. Là, et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut aussi que ces forums, on sache, et moi je pense que le débat est hyper important dans ces phases où on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, il faut se nourrir de tout. Et moi, je me méfie quand même des organisations qui pensent toujours un peu dans le même sens, où les gens voient toujours la même forme d'avenir, voient tout le temps les mêmes solutions, et ainsi de suite. On le sait dans nos boîtes, il faut avoir toute forme de profil pour trouver des solutions, rebondir, pivoter. Et quand on pense tous de la même façon, au bout d'un moment, on pivote pas du tout et on finit dans le platane. Donc, voilà, il faudrait que ça débouche sur quelque chose. Typiquement, cette édition 2021, il faudrait qu'elle débouche sur quoi, selon vous En tous les cas, l'avantage de la visio, c'est qu'ils ont tous été disponibles. Ça leur prend 1 heure dans l'agenda. Ils n'ont pas besoin de prendre l'avion pour y aller. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Je pense que c'est comme dans notre boîte. C'est comme vous le disiez. Quand on ne va pas physiquement, on ne voit pas les gens, on ne serre pas la main, on le regarde pas dans les yeux. Forcément, ça ralentit. Les deux sont complémentaires, nous disait Stéphane tout à l'heure. Il faut absolument ce genre de choses. Donc je suis pas sûr que l'intervention de tel président juste pendant 1 heure qui envoie 2-3 phrases clés qui vont faire des tweets derrière change radicalement le monde. Maintenant, quand on aborde tous la problématique sanitaire de la même façon, ou la crise économique, puisqu'il s'ensuit, parce qu'on parle de crise sanitaire, mais enfin avec les milliards, à un moment donné, il va y avoir aussi la facture qui va tomber. On imagine tous les mêmes réponses. On pense pas le monde d'après. Là, on est en train de rejouer avec des règles. Un peu, voilà, je me méfie de ces cercles qui peuvent être de temps en temps assez circonscrits, et donc finalement les bonnes idées qu'ils inventent sont pas forcément dans ces cercles-là. Sur quoi il faudrait que ça débouche selon vous ce sommet, cette semaine entre est-ce que s'il fallait qu'ils se mettent d'accord sur un ou deux à part, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, de reconstruire et de rebondir comme il faut. Je connais pas le sujet de la politique actuelle chinoise, en tout cas dans son développement extérieur. Je pense que si les Chinois disaient juste bon les gars, on est désolé, puis qu'ils filaient un petit coup de main aux pays qui ont le plus de mal à s'en sortir, ce serait de bonne guerre, parce que les Chinois sont quand même... Ils doivent le faire, mais dans leur zone immédiate. Vous avez compris, c'est en gros en Afrique, là où ils ont déjà des intérêts, enfin là où il y a des matières premières, des choses classiques. Mais ça, c'est le petit vœu pour le petit clin d'œil. Moi, je dis juste, en fait, qu'est-ce qui doit sortir d'un sommet? Que ce soit Covid ou pas Covid, ce qui doit sortir d'un sommet, c'est simplement qu'on se mette d'accord sur ce pourquoi on est venu. Voilà, donc la question, c'est que là, aujourd'hui, moi, en tout cas, quand j'ai regardé là ces derniers jours, quel était l'objectif fondamental de ce sommet, il n'y a rien qui sortait réellement. Donc là, l'idée, c'est on va attendre le vrai sommet, qui soit à Singapour ou ailleurs. Parce que là, finalement, c'était pour un peu maîtriser un super zoom, quoi. Voilà. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est
parce que j'y crois, parce que je suis moi profondément libéral, et en tout cas j'espère que les gens ont compris qu'aujourd'hui on ne peut pas régler les choses dans son coin, enfermé chez soi. Là, à chaque fois qu'on l'a fait, il y a eu des petits exemples, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a très mal fini. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a une pandémie sanitaire qui touche le monde entier, le seul avantage, et je mets des grandes guillemets au mot avantage, c'est qu'en fait tout le monde est un petit peu confronté. Donc je trouve que là, par exemple, le président chinois aurait peut-être pu y aller un peu plus mollo dans son discours de départ. On va voir la réaction des grands blocs que sont l'Europe, ce qui m'attache, et je vous en parlais tout à l'heure, avec nos ministres de l'économie et notre président de la République, et les États-Unis, évidemment. Et ce ne sera pas les uns contre les autres. J'espère qu'on va discuter intelligemment de la relance économique, parce que Nicolas l'a rappelé, il y a des gens, ça n'est pas notre cas, on a de la chance, il y a des gens qui souffrent terriblement dans les secteurs qui sont écrasés par la situation. Je pense au tourisme, à la restauration, à certaines industries, etc. Et il faut vraiment qu'on trouve des solutions rapidement, parce qu'ils n'ont rien demandé, ils y sont pour rien. Ouais, parce que je pense que tous les sujets comme le réchauffement climatique ou le multilatéralisme, etc., c'est quand même, au moment où on est en pleine crise sanitaire, c'est quand même très difficile d'aller parler de tout ça, alors qu'on a des... Vous dites c'est pas très concret, immédiat pour les... Vous m'aviez invité il y a plusieurs mois de cela, c'était le jour du plan de relance, des 100 milliards qui étaient mis sur la table par le gouvernement. Je vous avais dit, avant de réaccélérer, il faut quand même sortir du virage, parce que quand on accélère dans le virage, on sent la route. Là, on est à nouveau exactement dans la même situation. Enfin, donc c'est une succession de virages. À l'époque, on pensait qu'il n'y en avait qu'un, puis on était... Et en fait, on a envie d'entendre ces gens-là nous expliquer comment on sort concrètement de la situation, comment ils l'envisagent d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire. On a envie d'entendre cette parole-là, parce que se projeter tout de suite sur des grands sujets de long terme, d'après, au moment où vous ne savez même pas... C'est un peu anachronique, quoi. Parce que... Oui, et puis ça se trouve, on est peut-être parti pour, excusez-moi pour la parenthèse négative, mais peut-être qu'on est parti comme pour la grippe espagnole, pour 3 ans. Qui peut dire? Et donc à ce moment-là, comment on fait pour résister quand on est entrepreneur? Comment on fait pour faire venir l'économie? On imprime de l'argent pendant 3 ans. Enfin, ces gens-là pensent à ça. Donc comment on fait? Est-ce que c'est pas justement un peu, alors là je fais de la géopolitique à la petite semaine, mais est-ce que c'est pas un peu l'intention aussi de la diplomatie chinoise de justement, parce que moi juste en arrivant, j'ai entendu grosso modo le début du truc et ce qu'il expliquait, il était justement très sur le multilatéralisme. Attention à ne pas rentrer dans la confrontation des blocs, etc. En fait, ça noie un peu le vrai sujet, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, il y a une caisse mondiale, parce que tout le monde bénéficie de l'économie mondialisée. Il y en a un qui a quand même un petit peu foiré son truc il y a quelques mois là-dessus et qui a foutu l'économie mondiale par terre. Alors à quel moment les autres vont dire, bon, attends Coco, maintenant il va falloir notre payer la note, est-ce qu'on la paye de façon équitable, ce qui ne se passe jamais avec la Chine en général, ou est-ce qu'on va peut-être te demander, en tout cas, un petit truc. Bon, c'est pas l'état d'esprit qu'on sent dans l'air. Hein. C'est trop tôt. Pour l'instant, il faut surtout essayer de se remettre debout. Et après, quand on sera debout, on pourra commencer à demander des comptes. Mais voilà, ils sentent quand même, les Chinois, je pense que, et j'espère, j'ai rien contre eux, mais que l'Europe, à qui ça va encore coûter une fortune, les États-Unis, à qui ça coûte une fortune aussi en vie humaine, il ne faut pas oublier les États-Unis que c'est très très violent, vont comprendre aussi qu'il y avait, dans cette mondialisation qui devenait trop centrée sur la Chine, qui était l'usine du monde, un risque énorme sur les médicaments, la production, les produits avant la manufacture sur place, et que ça va peut-être rebattre un peu les cartes. Moi, j'attends en tout cas peut-être de ça qu'ils se mettent d'accord là-dessus. Mais c'est peut-être un peu tôt pour parler de ces grands sujets. Et puis, c'est peut-être pas un sujet sur lequel ils peuvent se mettre d'accord. Après, ça relève plus de la confrontation que de la discussion, à mon avis. Allez, on va faire une pause. On se retrouve dans quelques instants. On va parler d'un sujet qui est lié à la fois dans le temps et dans le principe, autour de l'attractivité française. À tout de suite, restez avec nous. Retour dans Late & Smart, merci de rester avec nous. On a parlé du forum de Davos en virtuel cette année dans la première moitié de l'émission. Chaque année, enfin en tout cas depuis 3 ans, avant le forum de Davos, le président Emmanuel Macron a proposé aux grands patrons étrangers de faire un petit détour par Paris et par Versailles avant d'aller en Suisse à Davos précisément pour un sommet qui... commence à s'être installé, qui s'appelle Choose France, un sommet pour mettre en avant l'attractivité de la France. Alors pour les attirer, les grands patrons, c'était
un grand rendez-vous déjeuner ou dîner, je ne sais plus, dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc c'était une motivation quand même, quand vous êtes un grand patron américain, tant qu'à faire, avant d'aller petite station de ski en Suisse, de passer par... Tout le monde n'a pas l'occasion de faire une grande réunion dans la Galerie des Glaces à Versailles. Alors cette année, comme pour Davos, c'est en virtuel. Mais cet événement Choose France donc, a lieu malgré tout. C'est l'objet de ce débat. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Regardez le papier du Figaro. Macron vante le plan de relance, donc le sien, hein, auprès, même si on évoquait tout à l'heure le fait qu'on attend un petit peu pour longtemps, on est dans le soutien et dans le cœur de la crise malheureusement, vante le plan de relance auprès des patrons étrangers, donc mini-sommet virtuel Choose France. Alors, est-ce que ça a un intérêt quelconque déjà d'un point de vue de fond, et est-ce qu'on est crédible aujourd'hui à dire Choose France après l'épisode, malheureux ou pas d'ailleurs, de Carrefour Couche-Tard? Votre sentiment, Nicolas, sur le principe est-ce qu'il faut absolument aller draguer les patrons étrangers pour venir investir chez nous? Est-ce que certains disent qu'il faut plutôt, nous, aller investir chez les autres? Et puis, est-ce que le moment n'est pas un petit peu En fait, compliqué compte tenu de l'épisode Carrefour d'il y a 15 jours? J'espère qu'il a mis un fond d'écran de la Galerie des Glaces derrière sa visio. Et je suis ravi parce qu'en fait, il a fait le même job que moi d'aller séduire des investisseurs juste en faisant de la visio. Mais carrément, moi je trouve ça super parce que il faut vendre. Et on va pas faire du French bashing là ce soir. Au contraire, d'avoir le président qui retrousse les manches et qui va vanter ce qui sont les actifs, les compétences de ce qui se passe en France. Faut le faire. Si vous le faites pas, eh bien vous le saurez jamais. Moi, j'ai une année. Alors, en même temps, si je peux me permettre, votre entreprise, elle n'était pas encore connue du monde entier, donc il fallait faire le job. Oui, mais les grands investisseurs, on est quand même encore la 5e puissance du monde, ou la 6e. Globalement, les mecs, quand ils choisissent, ils n'ont pas besoin d'un... Est-ce qu'ils ont besoin d'un VRP sur le sujet pour intégrer l'idée que, tiens, peut-être qu'on pourrait mettre notre Je le vois comme révélateur d'un état d'esprit où l'ensemble de la classe politique ou du gouvernement a compris qu'il fallait vendre la France, que ça n'allait pas tomber tout seul, que c'est pas parce qu'on avait des actifs que le monde entier allait les remarquer. Au contraire, on a compris que maintenant, même... c'est très compétitif. On parlait de mondialisation juste avant. Les autres pays font la même chose. Et donc, de retrousser les manches, prendre l'attaché caisse et d'aller vendre, ça fait partie du job. La France, par naïveté, elle a découvert que le lobbying pour les JO de Londres s'était fait piquer les JO parce qu'on avait le meilleur projet et que ça allait tomber tout seul. Ouais. Et d'un seul coup, que ceux qui avaient fait du lobbying étaient partis avec le gâteau. Donc, moi, je pense que c'est très important de le faire. Et ensuite, la France a été assez mobilisée. Alors, par exemple, dans mon entreprise, vous aviez dans cette logique de vente, par exemple, le label French Tech, donc de réunir toutes les boîtes de la tech, et vous avez un très gros salon. Alors, je parle au passé parce que je ne sais pas s'il reviendra un jour, mais qui s'appelle le Mobile World Congress, où toutes les boîtes de la tech vont à Barcelone. À Barcelone, et c'est un salon qui réunit plus de 100 000 personnes. Vous avez, c'est un peu les Jeux Olympiques du business. Vous avez des délégations de partout, et la France, on était les premiers à bouger et à prendre un stand qui s'appelait le French Tech, et vous réunissez d'un seul coup des petites boîtes comme les nôtres, vous leur donnez une connotation marketing vachement sympa, vachement neuve, et ça vous donne tout de suite, en face du Samsung qu'on n'a pas, en face du Apple qu'on n'a pas, en face du Google qu'on n'a pas, une force de frappe qui est plus tournée autour de la créativité, et ainsi de suite. Donc cette capacité à promouvoir la France est super, et vous le voyez tout de suite dans les allées du salon, où vous avez des gens qui arrivent du monde entier. D'ailleurs, l'idée a été très bonne puisqu'elle a été repiquée par tous les autres régions ou pays, en se disant la France, a vous bougé, ah oui, vous êtes créatif. Et là, on s'aperçoit d'un seul coup que on est des pros quand même de l'auto-flagellation, que d'un seul coup, on est fiers. En plus, on a un joli petit coq au-dessus de la French Tech, mais qu'on a quelque chose à raconter. Et ça partait du ministère de l'économie, du numérique même à l'époque. Et on a fait cette promotion. Donc moi, je trouve que ça se passe de la même façon, puisque là, lui, il va pas parler à des petites boîtes de la tech, il va aller parler aux grands argentiers, aux très grands industriels, qui fassent le job. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, et en plus, probablement qu'avec son passé, son style, etc., il est plutôt très à l'aise dans l'exercice et avec des résultats. Et on l'a vu ces dernières années, la France est remontée dans les classements pour attirer les investissements et ainsi de suite. Donc moi, je trouve ça super. Tout n'est pas parfait, mais pour une fois, faut quand même, on est des pros pour bâcher la France, mais là, je trouve ça bien. Stéphane. Je vais vous répondre en 3 points très, 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 très logiques, je pense. D'abord,
Moi, j'ai créé une boîte, donc évidemment, la défendre, la développer, aller la vendre dans des salons, face à des clients, face à des investisseurs. À partir du moment où j'en suis le fondateur, je pars d'une page blanche, je me suis inspiré de mes idées, des idées des autres, on les a agglomérées, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. On y croit, on l'aime, on y va, on met ce qu'il y a en avant. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous êtes le VRP de la France, évidemment, comme vous disiez, Guillaume, au départ, on se dit, c'est quand même la France. Mais dans la phrase, c'est quand même la France. Il y a le bon côté de c'est quand même la France, et puis il y a le mauvais côté de c'est quand même la France. Et pour être un peu impliqué et puis connaître pas mal de gens à la French Tech, je peux vous garantir que s'il a fallu faire un travail, et c'est très bien que Nicolas en parle, très important sur l'image de la France, en particulier French Tech, c'est-à-dire sur la capacité de la France à être des grands fournisseurs d'idées technologiques et innovantes, ce qui est le cas depuis des décennies, et qu'en fait c'est passé complètement à l'as, parce que c'est nous, on mettait en avant les grands groupes du CAC 40, de l'énergie et de la banque, etc., et on oubliait qu'en fait on a inventé plein de trucs qui ont révolutionné la planète, mais qu'on s'est fait piquer évidemment par d'autres pays en développement. C'est pas simple, j'imagine, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, de défendre la France. Il le fait indéniablement très bien. Moi, je suis à fond pour l'idée de Choose France. Je suis pas fan à chaque fois de toutes les décisions de notre président de la République. Ça a été une super idée et il le fait hyper bien parce qu'évidemment, sa culture personnelle, bancaire, j'ai envie de dire comme ça, il a une notion et un rapport avec les affaires qui, je le dis, n'est absolument pas sale, parce que dans ce cas-là, dans ce que je dis, il n'y a aucune partialité politique, et je trouve qu'il l'a très bien fait. Et dans le contexte actuel, a fortiori, que ce soit à distance ou dans la galerie des glaces, parce que je partage votre avis, ça doit quand même être bien sympa, juste avant d'aller à Davos, faire un petit échauffement dans la galerie des glaces du château de Versailles, privatisé quand même. J'imagine qu'en plus, on ne mange pas un McDo. Non, il le fait très bien, et moi je trouve que c'est hyper important, parce que notre pays, on l'entend très souvent, et le patron de Bismarck avait cette culture de dire que quand même la France est un super patron. Et Stéphane Soumier répétait souvent que la France était un pays qui avait tout pour réussir. Vous vous rappelez, heureusement il n'a pas gardé cette idée très longtemps. Et il aurait dû, parce que c'était tout le résumé de notre pays est là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Choose France, c'est de montrer à des investisseurs étrangers qu'il faut qu'ils choisissent la France. Voilà. Maintenant, troisième point de mon argumentaire, après j'arrête. J'ai lu beaucoup, parce qu'il a quand même glissé que l'ISF ne reviendrait pas. On a quand même glissé un certain nombre de choses pour rassurer qu'il n'était pas que question du plan de relance futur, mais qu'il fallait que la France quand même se mette à l'aise, justement avec ce que je disais, c'est-à-dire tout ce qui peut faire peur jusque-là. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier, et je pense que vous avez des interlocuteurs autour de la table qui ont fait des choix différents pour l'évolution de leur entreprise, mais c'est primordial. Une boîte française qui se vend à un étranger, et là vous me suivez, Guillaume, je parle de Carrefour, c'est pas grave en fait, parce que ça va donner peut-être l'envie, si le deal est propre, si le deal est bien, ça va peut-être donner envie à des chefs d'entreprise français de créer leur boîte en France, et qui au bout de 20, 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, donc quand on parle de Carrefour, iront les vendre à des Canadiens, des Chinois, à ce que vous voulez. Mais pendant ce temps-là, une petite boîte qui serait restée une épicerie de quartier est devenue un groupe international de distribution alimentaire. Je ne pense pas qu'il y ait un secret militaire ou un degré important pour l'État français d'en faire une stratégie. On n'est pas sur de la recherche militaire, on n'est pas sur de la recherche drone, on a parlé de ça sur la dernière fois. Et je trouve que c'est dommage, et si Choose France doit aussi avoir ce double casquette, c'est pas de dire aux étrangers de venir investir que pour créer des emplois, c'est aussi venez investir pour acheter des boîtes qui ont été créées en France, développées en France, qui deviendront des boîtes finalement internationales. Et ça n'est pas grave. Et la French Tech, si je ne m'abuse, a cette dynamique-là, parce que la French Tech, elle n'est pas là que pour dire il faut que ce soit français et que ça reste français. Non, c'est le savoir-faire français qui est valorisé au juste prix, au bon moment, au bout de ce que la France peut apporter à une entreprise française. Que les mecs ne partent pas au stade de start-up dans la Silicon Valley pour faire une super machine. Que la machine soit faite en France, qu'elle grossisse, et puis le jour où elle est assez grosse pour être intéresser les grandes majors des GAFAM, elle sera rachetée par les GAFAM. Je m'arrête là parce que j'ai été un peu long, je suis désolé, mais c'est une super idée, Choose France. Il faut juste ne pas oublier que c'est pas grave si un entrepreneur français fait une super réussite française et qu'un jour elle passe sur un pavillon étranger, du moment qu'elle a été construite et qu'elle a apporté à la France ce qu'elle doit apporter pendant un temps à la France. Voilà. Justement, est-ce que c'est pas totalement contradictoire, voire faux cul, de faire Choose France quand 8 jours avant, il y avait 3 milliards d'investissements, au-delà du prix d'achat dans Carrefour de la part du projet canadien, qui n'a manifestement même pas été vraiment étudié, puisque le nom il a été donné en quelques heures. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire les deux éléments moi, je pense que, en fait, ce que vous défendiez ça fait le lien avec le sujet dont on parlait juste avant avec Davos. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien quand même en ce moment deux courants de fond.
d'un point de vue libéral, une appétence pour un monde, un marché global, parce que moins il y a de frontières, plus ça crée de valeur. On le sait, c'est comme ça que ça se fait. Ça a été théorisé maintes fois par des économistes. Donc, abattons les frontières. Et puis en même temps, en ce moment, une phase où il y a quand même à être un tout petit peu moins naïf, à essayer de maximiser ses intérêts. Et tous les pays du monde sont quand même en train de jouer à ce petit jeu-là. Et c'est pas que la France, donc c'est pas une histoire de Carrefour. Les Chinois nous mettent la pression à tel endroit. Les Américains, on pourra y revenir, sont également dans la même démarche. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Donc la barrière de la naïveté tombe. Et je pense que, vous savez, c'est la tactique. La tactique, c'est la stratégie confrontée au réel. Donc stratégiquement, on a quand même intérêt à faire les frontières, mais tactiquement, là, donc est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que c'est un courant de fond qui, à terme, doit aboutir à, quand même à une mondialisation segmentée plutôt que heureuse? Je ne sais pas vous répondre, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec des grands symboles comme Carrefour, on peut comprendre, et mes propos n'auraient pas été les mêmes il y a encore 5-6 ans, on peut comprendre aujourd'hui que le sujet ne s'aborde pas exactement de la même façon et que ça soit sur la table et qu'on se dise on maximise nos intérêts français. L'important, c'est d'être attractif d'un point de vue formation, d'un point de vue mise à disposition de ressources. Et là aussi, on en avait parlé ensemble, Guillaume, je me souviens, une super émission sur les différents campus et les classements et l'évolution des classements de nos grandes écoles de commerce. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, voilà, Choose France et tout ça aussi. Il y a un alignement de planète à un moment donné pour que notre pays, vous le rappeliez, est encore le 5e ou le 6e pays mondial, alors qu'on entend que finalement on vit dans la pire dictature politique et sanitaire du monde, qu'il n'y a rien à notre disposition, c'est une catastrophe. On a un beau pays qui fonctionne très bien maintenant. Mettons en avant plutôt ses qualités plutôt que ses défauts. Et je trouve que... Oui, mais est-ce que le boulot du président de la République, c'est pas de régler les défauts précisément, plutôt que jouer le VRP des qualités? Moi, je pense que là, justement... Et que s'il ne réglait pas les défauts, et ça viendrait tout seul, l'attractivité du pays par rapport à ces gens-là, non, vous ne croyez pas? Ça résonne peut-être les 40 dernières années qu'on vient de passer d'un point de vue politique, c'est qu'en fait, le président, il se met en position de devoir régler que les problèmes. Voilà. Peut-être que le président, il devrait se mettre aussi en position de temps en temps d'être le président, c'est-à-dire faire les deux. C'est-à-dire, en fait, bien sûr qu'il faut... Non, mais alors, à ce moment-là, encore moins d'être VRP, non? Enfin, je veux dire, Régler les problèmes, c'est pas empêcher une boîte canadienne. Enfin, une boîte canadienne, c'est pas très grave, ce sont des Canadiens, quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je parle de... Justement, en fait... Enfin, je peux être d'accord. Le président, il doit juste vérifier un truc, c'est pourquoi Carrefour est à vendre, déjà, et deux, pourquoi Carrefour se vend à un Canadien. Pourquoi Carrefour se vendrait pas à un autre groupe de distribution français? Je fais une parenthèse sur... il y a eu ce sujet sur l'énergie, il y a eu ce sujet la dernière fois sur la recherche militaire. On a demandé du jour au lendemain à Thales, etc., de se positionner sur le rachat de cette boîte française que les Américains voulaient nous racheter. Bon, ben alors, demandons à Auchan. Alors, pourquoi Auchan ne rachète pas Carrefour dans ces cas-là? Mais alors là, c'est du kolkhoz soviétique. On n'est plus du tout ni dans un monde de concurrence saine intra-pays, ni dans un monde de libre-échange international. Moi, je dis juste que dans Choose France, l'idée et je pense que French Tech c'est pareil, tous ces labels, tout ce que fait la COFAS sur l'aide à l'expatriation des entreprises et de leur savoir-faire, c'est hyper bien que la France fasse comme on le faisait il y a 100 ans avec comment on appelle ça, les expositions universelles. Bon, on a fait la Tour Eiffel, c'était super. Enfin, on exposait ce qu'on savait faire et puis les autres pays le faisaient aussi. On prenait tout ça. Bon. Maintenant, évidemment, il y a des petites... on contrebalance, parce que ça embête tout le monde. Carrefour passe au pavillon canadien, c'est juste ça. Pour des questions politiques, évidemment. Je pense que c'est pas qu'une histoire de libéralisme, est-ce que l'entreprise doit passer sous un autre pavillon. C'est quand vous avez toujours un peu le test du taxi. Hein, quand vous arrivez, notamment à New York, vous avez des gens divers et variés qui conduisent des taxis, et vous posez un peu les questions, ce qu'ils ont comme la France. Parce que nous, on a l'idée assez claire de ce que pourrait être la France à l'étranger, mais eux, ils ont leur propre idée. Et vous voyez, dans les idées qui voyagent, dans les symboles qui voyagent. Alors vous avez le côté sympa de Zidane et de la Coupe du Monde de foot, parce que ça au moins on est tous au courant. Assez souvent vous avez l'histoire des 75% de taxes. D'un seul coup ça avait fait un buzz énorme dans le monde et était devenu un peu de taxes. Vous avez les problématiques du voile qui qu'on est perçu. Enfin vous avez et bizarrement les idées négatives voyagent quand même un tout petit peu plus vite que les idées positives. Donc, de façon générale, c'est pas que sur la France. Même un client insatisfait, on parle plus qu'un client satisfait. Et donc, que ce travail de VRP, ce travail de service après-vente, etc., soit assuré par le gouvernement. Alors, on n'attend pas d'eux qu'ils soient juste des managers et qui gèrent l'entreprise France. La France n'est pas qu'une entreprise, bien au contraire. Mais d'aller rappeler ce qui est positif, de recontextualiser, parce qu'ils doivent avoir lu les Gilets jaunes ou ce genre de choses, de la façon dont il faut voir la France dans son
contexte que les travaux qui ont été faits, les résultats qui ont été faits. Les gars à qui parle Macron, ils regardent la planète comme ça et ils se disent où est-ce que je vais mettre ma prochaine usine, par exemple Toyota à 300 millions d'investissements, et ils peuvent très bien regarder l'Argentine comme ils regardent la Hongrie, comme ils regardent la France. Bon, donc si vous ne faites pas le job d'aller leur expliquer ce qui est bien, pourquoi c'est bien, et de remettre les polémiques, puisque forcément Carrefour, Couche-Tard, c'est une forme de polémique, dans leur contexte et ce qu'il faut en penser, c'est pas lui qui le fait, ça va pas être fait, et à la fin on va rester avec nos problématiques de français arrogants, de taxes, de problèmes de laïcité, etc. Et ça donne pas envie d'investir. Donc moi je trouve ça bien qu'on y aille, et c'est le boulot de chaque Français. Alors on est les premiers à critiquer notre pays, et puis on est tellement fiers dès qu'on voyage, mais alors en ce moment comme personne voyage, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse en visio, quoi. Voilà, ça remplace les voyages. Allez, plutôt le soutien et à Davos, sans le principe, et encore plus à Choose France, unanimité. Vous êtes deux, hein, en même temps, vous êtes entrepreneur. Ouais, sur le Choose France. Bravo, il nous reste plus de 5 minutes. On va terminer l'émission en balayant quelques sujets d'actualité. On va revenir sur des thèmes qu'on a évoqués, vous allez voir. On va rester avec Emmanuel Macron pour démarrer cette dernière rubrique de l'émission. Avant de discuter, de vendre la France Corp ou la France Inc. Aux grands investisseurs internationaux, Emmanuel Macron, ce week-end, il s'est entretenu avec le nouveau président américain Joe Biden. Ce tweet de l'Élysée, le président Emmanuel Macron s'est entretenu ce soir avec le président Biden. Santé mondiale, climat, sécurité internationale. Ils ont constaté, formidable, leur grande convergence de vues et souligné leur détermination à agir ensemble sur les sujets. Il n'y a pas eu les sujets qui fâchent, apparemment. Ils n'ont pas parlé de taxes GAFA, ils n'ont pas parlé des sujets de Airbus, Boeing, avec les problèmes de tarifs douaniers. Mais ce sera peut-être pour une autre conversation téléphonique. Ça, c'était la vision positive de cet entretien. Et puis le commentaire un petit peu taquin d'une dépêche de la société de presse, là, à propos de ce coup de fil et des relations Macron-Biden. Après une romance avec Trump qui a échoué, la France cherche de repartir sur un bon pied avec Biden. C'est un petit peu moqueur. Est-ce que la France doit repartir sur un bon pied avec moqueur 1 ? Et est-ce que Macron s'était planté en essayant d'amadouer, de séduire Donald Trump pendant la première moitié de son mandat, selon vous ? Moi, je pense il y a un truc qui m'inquiète, c'est que on a nourri une telle haine vis-à-vis de Trump que là, d'un seul coup, c'est un grand amour vis-à-vis de Biden. Et les Français sont quand même juste les spécialistes de l'idéologie. Et les autres en face, ils font pas de l'idéologie, ils font du business. Et donc, d'un seul coup, j'ai un peu peur du réveil où on va découvrir que Biden est peut-être un mec cool sur des idées sociétales ou je sais pas quoi, mais il est quand même là pour maximiser ses intérêts et nous tirer... Enfin, les intérêts des États-Unis. Oui, les intérêts exactement. Et nous tirer le... peut-être pas le cas du précédent, c'était peut-être plus là. Après, c'est un autre sujet, mais on n'est pas là pour en débattre. Et donc, les Américains sont très forts là-dessus. Il suffit de relire le livre de Frédéric Pierucci sur le piège américain et l'aventure Alstom, où on réalise que quand même c'est une machine de guerre qui, quand elle a décidé... Rappelons que c'était sous Obama. Et c'était sous Obama. Et donc, Obama, c'est le mec cool qui est dans la cuisine avec Michel, et d'un seul coup, on l'adore. Mais il a foutu le Pierucci en prison pour... Exactement. Et puis, je crois qu'il y a la Société Générale, ils s'en souviennent aussi, la BNP, ils s'en souviennent aussi. Donc voilà, donc Trump est forcément pas un mec sympathique à de multiples égards, mais quand même, les rapports de force avec les États-Unis, c'est pas qu'une histoire de style de président américain. Et donc là, on peut. C'est pour ça que je soulignais qu'ils n'avaient pas manifestement abordé les sujets qui fâchent, hein, mais voilà. Donc il y en a. On va rentrer exactement quand on avait invité Trump pour le 14 juillet et on l'avait reçu. Et je pense que Macron était dans son rôle en faisant ça en tant que président. Il est dans son rôle également d'accueillir le nouveau président aux États-Unis. Maintenant, attention au lendemain, parce que c'est pas parce que Joe Biden aurait des idées un peu plus qui nous plaisent plus en tant que Français, que d'un point de vue business, ça va être plus simple. Votre sentiment, Stéphane ? Très rapide, je pense que, et Dieu sait que c'était pas du tout ma tasse de thé, il ne faut pas se méprendre non plus sur la totalité de l'administration Trump, les 4 ans que Donald Trump a passé, est-ce qu'il a fait il a fait 2-3 trucs quand même à l'image des États-Unis très bien, parce qu'en fait, le président des États-Unis ne gouverne pas toutes les parties et toutes les décisions des États-Unis non plus, en particulier tout ce qui touche au budget. Il n'a pas les mains aussi libres qu'on croit et il ne prend pas autant de décisions
de façon verticale qu'en France. Ce qui est intéressant dans la différence de style, c'est que j'imagine bien, en tout cas, et j'en suis même convaincu, que le style Macron, c'est-à-dire l'arrondi de Macron, cette notion très, très politisée à l'image de ce que la France sait faire voilà, l'image. Moi, je suis fier de mon président de la République international. Je pense qu'on viendra mieux à la personnalité de Joe Biden et évidemment de sa vice-présidente qui est quand même sur une lancée pour la suite. Hein. Et je pense qu'ils vont mieux s'entendre d'un point de vue humain. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait ce qu'il a pu avec Donald Trump, mais il y avait une confrontation de style qui n'était pas du tout cohérente. Là, je pense que ce sera peut-être plus simple. Alors, évidemment, il y aura des sujets qui seront très, très, très puissants, mais je pense que on a un président de la République qui est suffisamment stratège pour ne pas du tout être naïf dans la puissance américaine et la machine VRP, parce que les États-Unis ne sont qu'une machine de guerre de vente. Ben justement, De la marque américaine, quoi qu'il arrive. Mais les Allemands sont comme ça aussi, avec un autre style différent aussi. Attention, hein. à ce propos, Beaucoup plus effacé. À ce propos, Biden qui a signé, alors je ne sais plus si c'était hier ou ce matin, non c'est ce matin, un nouvel EO, Executive Order, Buy American, pour booster les dépenses en produits américains des agences fédérales. Donc effectivement, tout ce qui est fédéral aux États-Unis, la nouvelle politique rendra plus dur pour les officiers fédéraux, enfin sous-entendu les agents des services publics américains, en tout cas fédéraux, ce sera plus compliqué d'avoir des dérogations pour acheter les produits à l'étranger. On est en plein dans, effectivement, c'est quand même le Buy American, c'était censé être le propos de Donald Trump. Hein. Il a été élu là-dessus. Une des premières décisions de Joe Biden, c'est de renforcer le Buy American. Donc on voit bien que... Je trouve que c'est très symbolique de ce qui nous attend. C'est-à-dire que moi, je pensais que Trump, c'était génial pour l'Europe. Parce que ça permettait enfin de voir qu'il y avait un gars, pas forcément sympathique, qui jouait ses propres intérêts. C'était marqué. Il a menti à personne. Et pour l'Europe, de se construire en unité, de se constituer en souveraineté et de ne pas être vassal de quelque chose de plus grand. Et on n'a pas vraiment saisi cette opportunité. On est resté omnubilé par notre anti-Trumpisme. Voilà. Et là, on a finalement à Biden, on sent presque un soulagement chez les quantités d'observateurs et de politiques qui signent, après 3 jours à la tête de la présidence, déjà, protectionnisme américain suite, hein, et la machine continue à dérouler. Et moi, je trouve que ce qui est fortement dommage, c'est qu'on a perdu du temps. Et pendant ces 4 ans, on pouvait se construire d'un point de vue européen. Donc là, on ne l'a pas fait. Donc en fait, on est en train de se reconstruire au niveau national. C'est la crise sanitaire qui a peut-être joué ce rôle-là en Europe, peut-être, hein, notamment de prise de conscience sur les questions de souveraineté. Mais Trump n'a jamais menti. En fait, on peut lui reprocher plein de choses, mais il a toujours été clair, il a toujours été brutal, il a toujours affiché qu'il était American First, et ce du premier jour. Donc il a maximisé ses intérêts, et brutalement. Et voilà, c'est tout, c'est sa partie. Pour un Américain, on peut comprendre qu'on peut le réélire, parce que pour lui, c'est très bien. Pour nous, c'est un peu moins bien, mais pour lui, c'est très bien. Alors maintenant, c'est la question, c'est comment on se défend. Et Biden, plus enveloppé, mais il roule avec la même partie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane. Moi, je suis juste là-dessus, c'est très important, parce que moi, je défends pas mal d'idées libérales. Alors, il faut faire attention au mot libéral, qui est une insulte, enfin, c'est un gros mot en tout cas. Quand c'est l'administration, quand c'est l'État qui paye, je suis absolument pas, en tant que libéral, alors je vais peut-être pas me faire des copains sur les puristes, mais je suis pas du tout choqué qu'une administration choisisse d'acheter des produits du pays, hein, parce que c'est l'argent des contribuables du pays. Donc moi, le libre-échange et le libéral, c'est pour la sphère totalement privée. Quand l'Europe... Ça pourrait être d'acheter le produit le plus efficace ou le produit le plus... Je viserai personne, mais j'en ai parlé déjà ici. Je crois l'Europe subventionne un pays de l'Est, un ancien pays de l'Est, pardon, qui est dans l'Europe, et que quand ils choisissent des avions, ils prennent des avions américains, des avions de chasse américains. Je comprends que les Allemands, les Français et les Anglais, qui ont mis des années à créer un conglomérat et qui a déjà de très bons armateurs aériens, en particulier en France, moi je trouve pas ça normal à partir du moment où il y a des subventions de l'Europe. Si c'est l'argent de l'État, il fait ce qu'il veut, ça c'est pas... Voilà. Bon, là je trouve tout à fait normal que Biden ou Trump, quelle que soit l'étiquette politique, disent à un moment donné aux administrations, si vous devez acheter des voitures, achetez plutôt des Ford que des Toyota. Mais ça nous, me semble assez logique pour la police locale, mais ça me semble assez logique. Qu'on le fasse pas chez nous, ça c'est un autre sujet. Voilà, et nous, mais on le fait se aussi sentir libre de pouvoir le faire. Mais bien sûr, mais on le fait aussi en vrai. Généralement, le Small Business Act, le Patriot Act, on a toujours du mal, c'est pas bien. Ils sont plus clairs que nous. Voilà, ça c'est clair et net. Mais on le fait aussi parce que la police française, elle a rarement eu autre chose que des Peugeot, des Renault et des... Non, elle a déjà eu, si. Rarement quand même. Pour ce que dire, c'est pas le président de la République, il prend Mercedes, quoi.
Oui, mais en même Pourrait, temps, mais- c'est plus compliqué, notamment de l'Europe. Après, C'est bien, d'acheter français, c'est plus compliqué. D'acheter européen, c'est plus. Voilà, Ça devient plus compliqué. Les Américains, c'est beaucoup plus direct. Voilà. c'est direct. On retiendra. Ce sera le mot de la fin ce soir. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, mardi, même heure, 23h sur Bismart. Bonne soirée.